30 reviews. En 30 jours. Bonjour. Yes, sir. On est là tous les jours, tous ensemble. C'est la base. À On distance. s'installe. Et oui. Mais tous ensemble. Exactement. Comment ça va, Alex ? Bon, écoute, ça va plutôt pas mal. Confinement total, jour 3. Confinement maximal, pareil ici, hein. On fait comme il faut. La déco n'a toujours pas changé. Pour ceux qui ne le savent pas, oui, la Corse est une magnifique île. Vous pouvez y aller. Hein. Au niveau de la déco, on a bien vu qu'on représentait. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. On va parler d'une autre ville plutôt qu'une île. C'est l'heure de parler des Wolves. Les 30 reviews en 30 jours sont là pour vous accompagner tous les jours. C'est la série préférée de ton joueur préféré, même s'il est confiné. Trash Talk sera là, même s'il n'y a pas de NBA. On s'est déjà occupé des Warriors et des Cavs. Cette fois, on s'occupe de nos amis les Louveteaux. Les Louveteaux. C'est les ça. Louveteaux du Minnesota, mine de rien. Enfin, tu vois, on va faire le tour, mais ça a bougé dans le Minnesota. Parmi les équipes les plus actives tout à fait de ces derniers mois. Et donc forcément, une review des 30 reviews en 30 jours commence pendant qu'il boit avec un coup d'œil dans le... Rétroviseur. Pour le plus grand bonheur des voisins qui n'en peuvent déjà plus que ça gueule tous les matins. Alors eux, ils vont kiffer. 30 reviews en 30 jours, c'est bon, on a compris, ouais, c'est bon. Eux, ils étaient contents, ils ont vu l'annonce de Macron, ils se sont dit putain, le voisin d'à côté, il va enfin fermer sa gueule. Faux. Ils se sont dit, pénard, je vais pouvoir enchaîner tous les livres que j'ai en retard. Non. Au calme. Désolé. Rien de voir un Game 7 avec le son à fond. Donc, le coup d'œil dans le rétro des Wolves. 19 victoires pour 45 défaites, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Il n'y a que les Warriors qui ont un pire bilan dans la conférence Ouest. Ouais. Les Wolves qui ont été distancés dans cette espèce de groupe qui voulait jouer les playoffs. Saison compliquée dans le Minnesota. Très compliqué. Ça avait pas si mal démarré que ça. T'es d'accord, hein ? Je dirais 4 victoires sur les 5 premiers matchs, ou au moins... Quand ils sont à 18 matchs, ils sont à 10 victoires, 8 défaites. Ouais, et puis du jeu pas si mal, où on était là, on se disait, Ryan Saunders, offensivement, tout ça, blablabla, les joueurs le kiffent et tout. Tu te rappelles de quand on disait ça ? Ah bah attends, je me souviens surtout d'une phrase, Alex. Vas-y. Nous avons fait un apéro conclusion hâtive. Ouais. Nous avons posé la question, est-ce que Karl Anthony Towns est le meilleur pivot au monde ? Non mais celle-là, ouais. Attends... Non mais c'était typiquement le genre de phrase tout à fait d'un coup de conclusion hâtive. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair. Donc, et c'est pourquoi cette conclusion hâtive ? Parce que le début de saison de Karl Anthony Towns, attention, laisse tomber. Candidat MVP. Il shoot à 2000% de loin, il prend des rebonds à plus quoi savoir en faire, il est intenable offensivement, et en plus... Il nous montre quelques petits efforts pas inintéressants en défense, quoi. Pas un truc de ouf, hein. Bien mais sûr, bien sûr. L'image a commencé aussi à gentiment se modifier par rapport au début de Karl Anthony Towns, tout à fait. Un peu de leadership, du jeu de passe. Andrew Wiggins, Michael Jordan. Ouais. Tout va bien. Tout va bien. Non, c'est vrai que le début de saison est hyper intéressant, en plus avec un banc productif, Jake Layman, les rotations sont en place. On se dit, les Wolves peuvent aller en play-off. On se dit, attention, c'est dangereux, tout ça. Et puis, à l'image de quelques autres équipes dont on va parler prochainement, ça s'est quand même bien effrité, cette affaire. Il y a eu de la blessure. Il y a eu aussi des mecs qui ont baissé, tout court. Ah oui, de production. En intensité, en production, ce que tu veux et tout. Bien sûr. Et puis, c'est des équipes jeunes. Donc, c'est une équipe jeune, les Wolves. Donc, forcément, ça manque d'expérience. Donc, quand ça commence à baisser, t'as du mal à sortir un peu de la mauvaise spirale. Bien sûr. Et puis, il y a ce début de mois de décembre, là, qui est absolument catastrophique. Il y a combien ? 10, 11 victoires, 11 défaites de suite ? Ouais. Alors, de suite, je sais pas, quand même, tes vaches, ça t'en fait voir. Alors là, bouge pas, je vais sur leur truc là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 défaites de merde. T'avais dit 11 de suite. Donc il y a ça, plus la deuxième partie du mois de janvier. Hein. Ah non, mais je crois que c'est la seule équipe à avoir d'aussi longues défaites consécutives. De toute façon, c'est simple. La stat était sortie un peu avant le All-Star Break. Karl Anthony Towns n'avait pas remporté de match depuis Thanksgiving. C'était d'une violence. Donc on précise, pour ceux qui savent pas, c'est fin novembre. C'est en mai, voilà. C'est en mai, c'est à peu près vers fin avril. Non, c'est sûr, la saison a été compliquée, alors que les débuts étaient vachement intéressants. Impossible de faire un coup d'œil dans le rétro sans
se souvenir de cette baston entre Joel Embiid et Karl Anthony Towns, c'est clair. qui est quand même un espèce de penchant. Non mais c'est vrai que ça bascule un peu à ce moment-là, parce que il y a une bonne dynamique, et puis après... Chafouinage, quoi. Oui, tout à fait. Ben Simmons nous a quand même fait la prise du Cobra, quand même. Hein, oui, Ben Simmons a fait la prise du Cobra, c'est vrai. C'était pas mal. C'est pas Shaq et Barkley, quoi. Non, c'est sûr. Il y a eu grosse défaite. C'est pas Rodman et Malone, quoi. C'est pas Brad Miller et le point gauche du Shaq, comme on dit. Non, c'est sûr. Mais donc du coup, quand on fait le coup dans le rétro, on se souvient de ça, des débuts de Karl Anthony Towns, de cette saison qui est compliquée, beaucoup de défaites, des matchs vraiment compliqués. Et, comme tu l'as souligné, à l'image de nos amis, notamment de Cleveland dont on a parlé, eh bien Gerson Rosas, qui était un nom un peu connu, mais dans les coulisses de la NBA, qui est arrivé au printemps dernier dans le Minnesota, va devenir un des noms les plus mentionnés, parce que à partir de la fin d'année et jusqu'à la mi-février, Gerson Rosas, il n'y a pas une semaine sans entendre son nom. Il va se bouger, pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, c'est le general manager des Wolves, évidemment. Ancien des Rockets. Ouais, ancien des Rockets, tout à fait. Il va grave se bouger, et notamment autour de la deadline, juste avant et à la deadline, il va nous faire péter. Il va positionner les Wolves dans 2 énormes trades. Ouais. Le premier, c'est un trade à 4. Je l'ai. Il y a tes potes des Hawks qui sont impliqués, hein, puisqu'il y a Capella qui arrive aux Hawks depuis Houston dans ce trade. C'est ça. Je fais les grandes lignes, mais vas-y, t'as les détails si tu veux, ouais, j'ai les détails sous les yeux. C'est évidemment Robert Covington et Jordan Bell et un second tour de draft qui vont à Houston. Avant que Jordan Bell se fasse couper, on avait Clint Capella et Néné qui allaient à Atlanta. Keita Bates Diop, Shabazz Napier, Noah Vonleh, Gerald Green et un premier tour de draft de Houston qui allait à Denver. Et donc Malik Beasley, Juancho Hernan Gomez, Jared Vanderbilt, Evan Turner et le premier pick de draft 2020 appartenant aux Nets via les Hawks qui allait dans le Minnesota. Voilà, exactement. Sacré bordel. Ah, gros bordel. Et donc ça, là il y a une petite surprise, c'est que bon, dans ce trade-là, je parle que des Wolves. Hein, le côté Capella chez les Hawks, on en parlera dans un autre review. Mais là, la petite surprise, c'est qu'on s'attendait... Depuis le début, on savait que le vrai gros objectif des Wolves, c'était de gratter D'Angelo Russell pour l'associer à son poteau Karl Anthony Towns. On est d'accord là-dessus. Bien sûr. Et là, dans ce trade à 4, ça gratte le pick de Brooklyn à Atlanta, si je dis pas de bêtises. Bien sûr. C'est ce que tu as dit. Ça récupère Malik Beasley, ça bricole quelques joueurs. Je crois aussi au moment de la deadline, dans un autre trade, il y a James Johnson qui va pas jusqu'à Memphis, mais qui vient en échange de Gorgui Dieng, tout ça bricole, mais pas de D'Angelo Russell. Non, c'est ça. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, est-ce qu'ils vont y arriver ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'ils font ? On sait que Gerson Rosas aussi, dans cette situation-là, il essaye de faire de la place aussi gentiment dans le cap, parce qu'il y en a eu des poubelles en fait à quoi faire. On n'a même pas parlé de Allen Crabbe contre Jeff Teague. Il y a un nettoyage qui est complet fait par Rosas, activation totale de la part du management de Minnesota pour envoyer notamment un message à Karl Anthony Towns, parce que là tu on se bouge pour toi, mec. Ouais. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on commence à voir Karl Anthony Towns pourrait ne pas être content, nanana. Il n'empêche que le management de Minnesota se bouge, et donc tu mets en place la base pour qu'il puisse y avoir ce blockbuster. On prend l'antenne avec Simon, on fait la trade deadline, bam, au bout de 10 minutes. Au bout de 10 minutes, Golden State qui valide ce transfert. Andrew Wiggins, qui a fait toute sa carrière à Minnesota, qui va à Golden State, et enfin le bon copain de Kat qui débarque. Exactement, avec un contrat longue durée en plus, puisqu'il avait été dans le sign and trade de KD, comme on en a parlé dans la review des Warriors. Tout à fait. D'Angelo Russell débarque avec 4 ans de contrat devant lui, quoi. Ouais. Il débarque pas en mode fin. Enfin, là, je veux dire, là, pour la fin de cette saison, si jamais elle devait reprendre, plus au moins les 3 prochaines, tu as Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell sous contrat à Minnesota. Et ça, c'est un tour de force, comme on l'a dit, de la part de Gerson Rosas. C'est vraiment très fort. C'est sérieux. Ouais, donc ça a été vachement fort, et on le sait, sinon, c'était aussi... sinon voilà, après, quand on fait le coup d'œil dans le rétro, après les fans des Wolves, évidemment, peuvent mentionner d'autres points, hein. Il y en a eu plein. On a eu un début de saison un peu compliqué, mais ensuite d'excellentes minutes de Jarrett Culver. On a eu la possibilité de voir pendant la blessure de notre ami Karl Anthony Towns, on a vu aussi des joueurs comme Naz Reid aussi faire leur petit pas en NBA. On a vu Jordan McLaughlin nous dire écoutez, Fred VanVleet 2.0, ça va être moi, dans le genre un peu surprenant sur les lignes meneurs arrière. Donc il y en a eu en soi des bons moments. Et quelque part, dans le jeu, il y a eu un petit peu de mieux
avant que tout s'arrête, puisqu'on avait l'intégration de James Johnson qui était assez intéressante, et sans avoir trop de minutes d'Angelo Russell qu'à Anthony Towns, tu voyais qu'il y avait une dynamique assez positive quand même dans le Minnesota. C'est vrai, la dynamique Malik Beasley, Juancho, waouh. Une dynamique qui peut être positive, qui gagne pas beaucoup de matchs quand même, donc ça c'est quand même un gros problème qu'il va falloir résoudre dans le Minnesota, c'est qu'il va falloir se mettre à gagner des matchs, quoi. Ah bah ça bien sûr. Va falloir trier dans l'effectif, va falloir trier dans les contrats, enfin bref, il y a du taf encore. Bah, de toute façon, on en reparlera, je pense, en long et en large dans le point tactico-technique, comme on dit. Mais il y a deux côtés du terrain, comme on dit au basket, et il y en avait un où... Ouais, il y en avait même deux, où parfois c'était un peu compliqué. Pour les Wolves. Dans tous les cas, comme vous le savez, après le coup dans le rétro, habituellement on se fait le marché de l'été, mais cette fois, on va regarder un peu ce qui s'est passé avec l'oseille. Exactement. C'est l'heure de regarder où est passé l'oseille. Mais où est passé l'oseille? La caillasse, le blé, la thune. La fraîche. La moula. Le caramel. The caramel, ouais. Exactement. Le caramel, qu'est-ce qu'on a fait avec le caramel? Bref. Tout à fait, la flousaille. Eh bien, nous allons faire le point sur les finances des Wolves parce qu'il y avait plein de choses à faire. Comment tu fais quand tu as Jeff Teague et Gorgui Dieng dans ton effectif et que tu veux essayer de payer ton loyer à la fin du mois? Eh bien, justement, Alex, on va faire le point sur les finances des Wolves. Qu'est-ce que tu as vu en premier lieu? Bon, déjà, comme j'en parlais juste avant dans le coup d'œil dans le rétro, donc si tu as la chance d'avoir du Karl Anthony Towns et du D'Angelo Russell sous contrat pendant pas mal d'années, faut savoir que c'est pas gratuit, que cette année c'est 27 et... Ils ont le même contrat plus ou moins, les deux. Cette année c'est 27 et quelques chacun. L'année prochaine ça sera autour de 29 millions chacun. L'année suivante 30, 31 millions. Ensuite 32, 33 millions. Et Towns en a même encore une à 36 millions. C'est ça. Donc ce sont deux joueurs chers, mais jeunes, à gros potentiel. J'ai pas de problème, je pense toi non plus Bastien, avec ces contrats. Ah non, mais attends, ce sont des joueurs de draft qui prennent leur contrat max, c'est terminé. Après, sur cette saison, comme prévu, les Wolves explosent le salary cap, mais c'est normal parce qu'ils ont récupéré le contrat d'Evan Turner quand même, mine de rien. Donc 18 patates encore cette saison, mais il est agent libre, donc finissant. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'ils ont coupé Allen Crabbe. Attends, je suis en train de vérifier en même temps que je parle. Je crois qu'Evan Turner avait été waived. Non, je crois pas moi. Non, je crois que c'est Allen Crabbe. De toute façon, dans les deux cas, ça veut dire que soit c'est du cap, soit c'est du dead cap. Mais dans les deux cas, ils vont devoir payer, quoi. De toute façon. Ensuite, tu as récupéré James Johnson en échange de Gorgui Dieng. Donc, c'est des contrats à peu près équivalents. À savoir que James Johnson a une player option la saison prochaine à un peu plus de 16 patates. C'est ça. Et après, c'est quasiment que des contrats de jeunes, des contrats de rookies, c'est-à-dire les Culver, Lehman, Juancho, Malik Beasley, Josh Okogie. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que ce sont des contrats pas trop chers, un peu malléables. Tu vas avoir des options à poser ou non, des prolongations à proposer ou non. Je vois un seul truc contractuel qui peut être sujet à discussion bientôt, c'est le cas Malik Beasley. Oui, parce bien sûr. Il va être en dernière année de contrat rookie et que donc il va y avoir une éventuelle extension à lui proposer. Bien sûr. Que Malik Beasley, ça peut ne pas être donné. Ah non, mais bien sûr. De toute façon, c'était une des raisons qui ont poussé notamment Denver à devoir se séparer de Malik Beasley. Le talent n'a jamais été remis en question. Et on aura l'occasion d'en parler dans d'autres sections. Mais Malik Beasley, s'il n'était pas notamment conservé par Denver, il y avait eu proposition contractuelle, je crois, à hauteur de 30 millions sur 3 ans, si je dis pas de bêtises, l'été dernier. À Denver, ils avaient proposé ça, ouais. Refusé du côté de Malik Beasley, mais à confirmer, mais je crois que c'est ce que j'avais vu. Et donc, du coup, tu t'attendais à ce que le mec derrière, sur un marché comme ça, il se barre. Et donc, oui, en effet, il va falloir que Minnesota mette l'argent. La bonne nouvelle, par contre, c'est que là, il montre en très peu de temps que si tu mets l'argent, tu récupères derrière quand même. Exactement. Et surtout, ce qui montre, c'est que, là, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des options qu'ils vont choisir dès la saison prochaine, ils peuvent avoir du cap et la capacité à miser sur un Malik Beasley en tant que troisième homme. C'est ça. Pour former un Big Three, quoi. C'est ça, ou au moins un gros 2 avec un joueur de complément qui peut éventuellement mettre 20 points parce que, soyons assez clairs, Malik Beasley, je pense que là, il profite très, très, très fort de la situation qu'il y a eu dans le Minnesota, c'est-à-dire, il faut qu'il aille chercher son contrat, il n'y a pas qu'Anthony Towns, donc l'autre, il a Jacob sa vie entière au shoot, avec réussite. Mais dans un cadre où il y a un jeu un peu plus structuré avec Towns et Russell, je pense que c'est moyen, notamment pour descendre. Faut voir combien il peut scorer, quoi. C'est ça. Mais il a droit.
c'est ça. Et on peut, dans tous les cas, même si c'est différent de Kobe Altman dont on a parlé chez les Cavs, on peut quand même en soi respecter et applaudir Gerson Rosas qui, en l'espace de quelques mois, nettoie pas mal les Wolves. Hein. Non, mais tout à fait. C'est bien nettoyé. Je te dis, dès la saison prochaine, t'as du cap. En fonction des options que tu prends, t'as Juancho et Bisley auxquels tu peux mettre des prolongations, mais tout ce qui est Culver, Okogie, Lehman, du Vanderbilt ou du Nasrid dont tu parlais tout à l'heure, enfin tous ces gars-là, c'est encore des contrats rookies avec plusieurs saisons. Ouais. Donc t'as une souplesse, t'as de la flexibilité. C'est ça. Donc d'un point de vue financier, il y a du mieux. On commence à voir un petit peu le jour après quelques mois bien sombres dans les forêts du Minnesota. Une fois qu'on a fait ce point financier, je crois qu'on va parler un petit peu de stratégie, mon cher Alex. Allez, on y va. C'est l'heure du point tactico-technique. Le point tactico-technique. Hashtag Dedesh. C'est ça. Avec un grand H comme expert, hein, bien c'est sûr, ça. Évidemment. Hein, tout le monde le sait maintenant, ça. Tout le monde le sait, comme l'a dit Macron, hein, ne faites pas les experts sur les réseaux sociaux. Ça, Avec le H majuscule, c'était fort dédicace. On a aimé la dédicace, Manu. Nous allons parler évidemment stratégie. Dans ce point tactico-technique, c'est simple. On fait un petit peu le tour d'horizon de ce qui s'est passé. Avantage avec l'équipe de Minnesota, on avait un coach en début de saison, on a le même en fin de saison. Il avait été prolongé l'été dernier, monsieur Ryan Saunders, pour voir ce que ça pouvait donner sur la continuité. Il y a eu du changement, certes, avec beaucoup de joueurs, comme on l'a dit là, mais on a déjà vu des signes assez intéressants de sa part. Oui. En tout cas, on a vu qu'il avait la confiance des joueurs, déjà. Ça, c'est super. Ça, c'est super. On a vu que malgré son jeune âge, l'ami Ryan Saunders, il fait preuve d'une vraie belle culture tactique. Enfin, tu sens que c'est le fils de Flip, quoi. Tu vois. Ah ouais. Genre, tu sens qu'il a respiré basket depuis son plus jeune âge, quoi, ce jeune coach. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, au-delà du coach, ce qui est pas mal dans l'effectif des Wolves actuellement, d'un point de vue tactique et technique d'ailleurs, c'est il va y avoir des choix à faire. Mais au moins, tu as des choix à faire, quoi. Notamment, parce que à l'extérieur, parce que à l'intérieur, tu n'as pas de choix à faire. Tu as Karl Anthony Towns, c'est le pivot titulaire indiscutable avec plein de minutes. Faut lui trouver un ailier fort pour faire le taf autour. James Johnson, après, par exemple. Ou a priori, voilà, ou pourquoi pas, ou d'autres gars éventuels, ton pote Nasrid et tout. Ouais. Sur les extérieurs, tu vas avoir du D'Angelo Russell à la main. Après, tu as du Okogie, tu as du Culver, tu as du Bisley. T'as plusieurs joueurs comme ça, parmi lesquels il va falloir trancher. Bien sûr. Il va falloir trouver un équilibre. Mm-hmm. Et ça, c'est une mission, c'est jamais facile, on le sait, pour un coach, c'est jamais évident. Mm-hmm. T'as la question à te poser, genre, c'est qui le backup de D'Angelo Russell, par exemple? Aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment, en fait. Le test qu'ils ont fait sur McLaughlin les a vraiment séduits, je pense. Je serais pas étonné de le voir suivre un peu à la modèle. Quand je parlais de Van Fleet tout à l'heure, ce sont ces modèles un peu formés en interne, où un joueur peut faire son trou, et je serais pas étonné, en tout cas, qu'il puisse avoir pas mal de responsabilités. Mais oui, c'est sûr, tu as des choix à faire. Tu vas avoir des choix à faire. Tu vas devoir trouver ton style. Alors, parce que c'est un peu le problème des Wolves quand même, ça. Il y a eu quand même une grosse modification au niveau identitaire, et ça a été le test notamment de Ryan Saunders qui, je trouve, personnellement a été réussi, c'est que Minnesota fait partie des équipes les plus rapides de NBA la saison dernière. C'est-à-dire qu'en termes de pace, vraiment, qu'ils ont eu, je crois qu'ils sont top 5 de pace, si je ne dis pas de bêtises. Bouge pas, je vais regarder ça. Tiens, vas-y, je crois que Minnesota a joué extrêmement vite. Alors, parfois... troisième pace de la ligue. Troisième pace de la ligue, Minnesota, quelque chose qui est assez inconnu de la part de pas mal de gens, parce que quand tu les regardes jouer, tu te dis, bon, voilà... En fait, il y a beaucoup de possessions qui sont créées. Malheureusement, ils se sont pris des brouettes de points, ça c'est sûr. En rating défensif, on est vraiment dans les profondeurs de la ligue. En pur points encaissés, je crois qu'ils sont avant-derniers. En termes de juste de points encaissés... En rating, ils sont 21e défensif. C'est ça, et en points encaissés, je pense qu'ils en prenaient 117 à peu près par soir, un truc comme ça. Et tu sais qu'ils sont que 23e en rating offensif. C'est ça, bien sûr. C'est pas terrible. Donc en fait, les bases, en tout cas que je trouve intéressantes, c'était, ok, bon... On a Towns, on a des gars qui peuvent galoper, etc. Galopons. Ne nous prenons pas la tête. Déjà ça, juste ça. Après, oui, stratégiquement, il y a des vrais choix à faire. Mais je trouve que la transition identitaire qui était à faire,
Après ce qu'on avait vu avec Thibodeau, là de voir Ryan Saunders qui débarque et qui dit on va jouer vite, je trouve qu'il y a un peu de fraîcheur et de vent frais dans le Minnesota, et ça c'est je dirais une première brique identitaire, quoi. Ouais. Par rapport à ta question que tu disais. Après oui, tout à fait, comme tu le soulignais là, il faut qu'il y ait... il leur faut du temps, en fait, je pense. Tout simplement, il leur faut du temps où ils peuvent jouer ensemble. Je suis d'accord, il faut du temps, il faut laisser le temps au coach de mettre en place tout ça, il faut laisser le temps aussi aux joueurs de prendre conscience de ce qu'ils sont et de ce qu'ils doivent faire pour gagner des matchs, parce qu'on en revient toujours quand même au même truc, hein. La finalité, c'est quand même que il faut faire péter quelques victoires, hein, sinon... Bien sûr. Sinon, tu seras toujours critiqué, en fait, même si tu proposes un jeu, comme tu viens de dire, assez attrayant, rapide et tout, si tu gagnes pas, ça pue, on le sait. Ça. Ah non, bien sûr. Et donc, ça va passer par de la dureté en défense. Bien sûr. Vas-y, continue, parce que je faisais juste une toute petite recherche. Moi, je les ai trouvés extrêmement soft en défense. Oui, ça c'est... Les rares mecs qui mettent de l'intensité, c'est encore très brouillon. Okogie, un peu de Culver, là, qui ont réussi à proposer quelques trucs pas trop mauvais en défense. Mais c'est brouillon, ça fait peut-être des fautes trop rapides, des fois c'est pas toujours... Ça se jette trop sur certaines lignes de passe et tout, j'ai pas trop kiffé. Ça va faire partie des choses que d'un point de vue tactique, je vais beaucoup suivre, parce que je peux pas... Autant la paire D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns, je pense qu'offensivement, elle peut être effectivement très intéressante. Par contre, en défense, on les attend. Donc ça fait partie des choses où ils vont avoir besoin de joueurs autour. Ouais. Bien sûr. Mais non, il y a un renouveau dans le Minnesota. Il y a un truc qui se passe. On veut construire autour de Karl Anthony Towns. On lui a adjoint son pote. Maintenant, faut en faire une équipe, quoi, de tout ça. Bien sûr. Bah, tu vois, je venais de checker juste pour me donner une petite idée. C'est bien ça, hein. Si je dis pas de bêtises, il n'y a eu... Je crois qu'il n'y a que le match à Toronto qui est joué avec Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell. Ils n'ont même pas eu la possibilité de pouvoir jouer plusieurs matchs. Et c'est ça qui va être du coup intéressant, c'est que je pense que cette question de stratégie et d'identité de Ryan Saunders, pas de Brian Saunders, hein, Ryan Saunders, on aura l'occasion de vraiment s'y pencher quand lui aura eu un camp d'entraînement et vraiment la possibilité de jouer avec ses joueurs. On ne sait même pas à quoi ça ressemble quand il y a Beasley, James Johnson, D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns et peut-être un Josh Okogie qui vient faire les sales missions. Ça peut être hyper intéressant. Non, ça peut être très intéressant, je suis d'accord. Et là où je te suis, c'est que oui, défensivement, c'est sûr qu'il va y avoir des vrais challenges. À voir peut-être en effet, puisqu'on n'a pas forcément parlé en soi dans le point financier, mais même si on l'a un tout petit peu souligné, un joueur comme James Johnson pourrait leur faire du bien en termes de dureté. Tu parlais de leur manque de dureté et d'expérience, tout à fait. Et en plus, complémentarité avec Towns, moi j'y crois. C'est ça, ce côté un peu nasty. Moi j'aime bien James Johnson, Josh Okogie, c'est des gars qui peuvent vraiment mettre l'équipe en avant et essayer de défendre le plomb. Donc s'il prend son option, à voir comment ça peut le faire en tout cas dans l'équipe, parce qu'ils auront besoin de vétérans comme ça. D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns, je pense que ni toi ni moi ne nions le talent. Par contre, la dureté et cette envie de vouloir défendre l'homme en face, il y a beaucoup à prouver. Ouais. Donc, toi, le premier truc que tu vas surveiller à la fois sur la fin de saison, mais surtout la saison prochaine avec Ryan Saunders, ce sera l'identité offensive. Ouais. L'identité tout court et à travers quels joueurs ça va se matérialiser. Quels vont être les joueurs qui vont être mis en avant autour de ce duo Towns-Russell. Je suis bien d'accord. On va voir ça, ce sera en tout cas très excitant, parce que la hype qu'il y avait à Toronto lors du match entre les Wolves et les Raptors, quand on a vu la possibilité d'avoir juste Towns et Russell sur pick and roll et pick and pop, ça peut être assez létal. Une fois qu'on a fait ce point tactique, comme vous le savez, on a une grosse question. On appelle ça comment, Alex ? The question of the death. Tout à fait, c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. C'est la question de la muerte, tout à fait. Nous sommes dans le Minnesota, plein de questions à se poser. On a déjà répondu à pas mal de questions là sur ces premières minutes de review. D'Angelo Russell et Karl Anthony Towns sont ensemble. Ils sont réunis, les amis. Mais est-ce que là, la saison à venir, ce serait pas justement, au-delà de la construction d'identité, un petit peu l'heure de les définir, un peu l'heure de vérité pour eux ? Si, clairement. Peut-être pas la saison à venir, peut-être les saisons à venir quand même. Tout à fait. Puisqu'ils sont encore jeunes. Quel âge il a, D'Angelo ? 24 ? 23 ?
Angelo est jeune, parce qu'il a fait une seule saison en NCAA et qu'après il a débarqué chez les Lakers, donc il doit avoir 23-24 piges maximum. Bouge pas, j'ouvre ça. De toute façon, c'est les deux copains qui sont dans le même. Il vient d'avoir 24 en février. C'est ça. Donc non, en soi, ils ont du temps, évidemment. Ils ont du temps, ils ont du talent, indéniable. Maintenant, ils ont montré tous les deux, chacun de leur côté, qu'ils pouvaient jouer à des niveaux de All-Star. On est d'accord là-dessus. Bien sûr. Maintenant, il va falloir qu'ils le montrent ensemble, que ça paye en victoire, et surtout qu'ils commencent à montrer du vrai leadership qui fait gagner. C'est ça. C'est le vrai gros sujet. Tu fais bien de le mentionner. J'allais y venir. C'est quand tu as deux copains qui se rassemblent. Bon, c'est très bien, tout le monde il est content. C'est super, c'est cool, mais bon. C'est génial, c'est super, ça s'entend bien, il va y avoir des selfies dans tous les sens, des couvertures de Slam Magazine, c'est génial. Mais quand il faut taper sur la table, quand il faut engueuler, quand il faut qu'il y ait ne serait-ce qu'une hiérarchie, les équipes qui ont le plus réussi, ce sont des équipes où il y a eu des associations et où il y avait une hiérarchie déjà toute écrite. Je pose la question, je pense que D'Angelo Russell, quand il arrive dans le Minnesota, c'est l'équipe de Towns. C'est l'équipe de Towns. Tout à fait. On est d'accord. Mais donc il faut aussi que Towns, dans son évolution, il puisse se dire aussi, genre, quand D'Angelo fait un match de merde, il faut être capable aussi de le dire devant tout le monde, genre, mec, il faut que tu fasses ton taf, quoi. Il peut pas y avoir de parti pris ou de favoritisme. Il y a ça, et il y a aussi le côté Towns, il a fait ouin-ouin. Il a signé sa grosse prolongation, puis après il a fait ouin-ouin. Il a dit qu'il voulait son copain, tout ça avec lui. Le management lui donne ce qu'il veut. Maintenant, ça va être à lui de donner au management ce que le management veut, c'est-à-dire des victoires. Un peu plus de victoires, ouais. Ce qui était bien parti en début de saison. Ouais, c'était bien parti, tout à fait. C'est pour ça que moi, j'y crois. Bien sûr. Mais enfin, nous avons quand même là deux joueurs, pas des foudres de guerre défensifs, même si Towns, je pense, a des vraies possibilités sur ce sujet. Et a fait des progrès, je suis d'accord. Deux joueurs qui peuvent être vraiment deadly sur pick and roll, pick and pop, sur vraiment plein de situations, jeu rapide et tout, vraiment. Oui. Pour moi, c'est vraiment une paire. Les deux peuvent avoir la balle en main, les deux peuvent shooter. Ah, c'est terrible. D'Angelo Russell peut vraiment distribuer, Towns aussi. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est très intéressant. Il faut qu'ils ajoutent un peu d'agressivité dans leur jeu. Ouais. Tous les deux. Pas que défensif, offensif aussi. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de... Tiens, on va rester à l'extérieur un peu parfois. Voilà. Et puis, il va falloir, dans le body language, dans comment tu tires tes coéquipiers vers le haut, là, ils ont des progrès à faire, tous les deux. Donc, parce que c'est l'équipe de Towns, on va dire D'Angelo est le lieutenant, mais donc, c'est leur équipe à tous les deux. C'est à eux de l'emmener loin, plus loin possible. Bien sûr. Toute la question est dans ce plafond, d'ailleurs. Ouais, parce que moi, je pense que dans le sillage d'un duo Russell-Towns qui se donnerait vraiment à fond, oui. Je pense que des Malik Beasley, des Josh Okogie ou des Jared Culver, ça peut devenir très bon. Ah oui, ça peut devenir très bon. Et en plus, ça va permettre à tout le monde de trouver son rôle, parce que ça veut dire que si tu sais que tes deux, ça se passe tout le temps comme ça dans les franchises à succès. Quand tu sais que la hiérarchie tout en haut est bien établie, ensuite, c'est une cascade. C'est-à-dire que les autres suivent. Exactement, ça suit. Donc il va falloir tout à fait que ces joueurs-là fassent le boulot. Il y a cette intrigue par rapport au côté copain-copain. Les compétiteurs ne sont pas à remettre en cause. Ce sont deux gros compétiteurs qui ont envie de vraiment gagner et sortir de cette loose. Preuve étant, D'Angelo Russell, l'image a totalement changé à partir du moment où, à Brooklyn, sous l'aile de Kenny Atkinson, il s'est mis à gagner. On a dit, waouh, c'est un All-Star. Karl Anthony Towns, il y a eu des débuts hyper intéressants, puis il y a eu aussi une vague très très compliquée autour de Jimmy Butler, où on a dit de lui, bon, Capella t'as un peu bouffé. Il est un peu soft et tout. Il a pris très cher. Il a pris très cher Towns en termes d'image. Donc, est-ce qu'on va voir dans ce duo la naissance d'un vrai duo qui est déjà sûr et certain complémentaire, mais qui peut élever une franchise, ou est-ce que ça va être deux joueurs très talentueux, mais qui en fait ont été talentueux de manière intrinsèque, mais n'ont pas pu rejoindre l'élite en fait. Non, mais je suis d'accord. C'est ça la question. Ton exemple sur Towns est très bon, c'est-à-dire que Towns, c'est bien de dominer de loin, de shooter, d'être un vrai problème pour les pivots adverses, mais c'est important aussi que quand il joue un Capella et qu'il se fait rentrer dedans, que Capella l'oblige à courir, que Capella, c'est pas un pivot qui demande des balles au poste ou quoi, enfin tu vois, c'est complètement différent de pas mal d'autres joueurs.
eh ben, faut qu'il domine. Bien sûr. Et il faut qu'il soit capable de, un coup, dominer un Rudy Gobert parce qu'il l'oblige à jouer loin du cercle, et le coup d'après, défoncer un Capella en le jouant dessous, tout en technique. Tu vois ? C'est ça, bien sûr. Donc ça, Towns, il a pas le choix. Et Russell, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que Russell, il y a quand même encore plein de profils de joueurs qui le font grave souffrir. Tout ce qui est meneur un peu plus petit que lui, rapide, va falloir que D'Angelo, va falloir qu'il sorte les doigts, quoi. C'est ça, exactement. C'est dans le cadre de leur évolution, hein. Ça va être hyper intéressant. La bonne nouvelle, c'est que quand tu as des joueurs de 24 ans comme ça et qui sont en train de montrer dans leur prime, tu sais déjà techniquement ce qu'ils valent, donc tu as envie de voir ce qu'un duo comme ça peut donner à 26-27 ans. Je veux dire, c'est une perspective qui est hyper excitante pour les fans des Wolves. Maintenant, comment est-ce que... tous les deux ensemble... Ça va être... Mais maintenant, on le sait aussi, des primes comme ça, jusqu'où ça va et comment est-ce que ça fonctionne. C'est-à-dire que on s'intéresse forcément là aux Wolves, mais on sait aussi à quoi ressemble l'Ouest. Et donc, quand tu mises ainsi sur deux joueurs comme ça, qu'est-ce que ça donne par rapport à Luka Porzingis ? Qu'est-ce que ça donne par rapport à des transitions dans d'autres équipes, par rapport à Jokic, avec tout ce qui est autour de lui ? Tu peux avoir des joueurs hyper talentueux, et puis qui finalement stagnent dans ces espèces de places, 7, 8, 9, 10, et puis tu te dis should have, could have, would have, et puis finalement t'as pas fait le boulot, quoi. T'as pas fait le boulot, et puis t'as la concurrence qui est dingue. Je veux dire, on voit cette année le Thunder a très bien joué, il y a Mitchell Gobert au Jazz. C'est ça. Les franchises de Los Mitchell Angeles. Gobert, il y a Mitchell au Jazz. Il y a encore Gobert jusqu'à nouvel ordre. Hein. Au moment où on tourne cette vidéo, Rudy Gobert est encore un joueur du Jazz. C'est pas drôle, c'est pas une punchline. Il y a les équipes de Los Angeles qui sont surarmées. Enfin, bref. Sûr. Donc à eux de se montrer à la hauteur de ce défi. Parce que si c'est pour avoir D'Angelo Russell et Karl Anthony Towns et faire 10e de l'Ouest... bof. C'est ça, bof. Ce ne sont pas les intentions de Guns N' Roses, ce ne sont pas les envies des fans qui en plus se rapprochent. Bon, là, ils ont pu faire un passage en play-off, mais se rapprochent aussi vraiment de ces séries de saisons consécutives sans vraiment de play-off. Ils ont fait un passage, certes contre Houston, mais sinon, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu, ne serait-ce que Minnesota respectable ? Il faut remonter à KG et Garnett et compagnie au début des années 2000. Sur ce sujet, moi, il y a une dernière question que j'ai dessus, c'est un peu touchy, mais dans le cadre d'un joueur comme D'Angelo Russell, est-ce que on est dans le cadre d'un joueur qui a profité notamment de l'éclosion d'un système très propre à Brooklyn pour se mettre en avant, et donc on le surcote un tout petit peu, ou pas ? Ou est-ce que c'est un joueur qui est vraiment très bon, fait partie de l'élite des meneurs et des guards en NBA et peut être une vraie option 2 dans une équipe qui va au moins jouer en mai, quoi. C'est toute ma question. C'est difficile comme dossier. Hein. J'y crois. Ouais, moi j'y crois. Franchement, le talent est absolument indéniable. Ouais, le talent, et si, tu vois, tout à l'heure, j'ai un peu critiqué en disant que les meneurs rapides, c'était un peu un problème pour lui parfois. Par contre, lui, il est un problème aussi pour plein de meneurs de l'autre côté du terrain quand même. Bien sûr. C'est-à-dire qu'à Brooklyn, on a vu D'Angelo Russell donner un minimum en défense avec sa longueur de bras. Il est quand même assez grand pour un meneur et tout. Bien sûr. Et de l'autre côté, c'est un vrai problème, D'Angelo Russell. Le côté volant, le côté qui dégaine vite, le côté sait shooter, sait attaquer le cercle. Il est très smooth, très technique. En même temps, il sait faire des... Enfin, c'est vraiment un joueur pas facile à appréhender quand tu dois défendre sur lui. Mm-hmm. Il n'a pas vraiment de go-to move, machin, mais il sait un peu tout faire et plutôt bien. C'est toujours des joueurs assez compliqués à tenir, ce genre de mec. Donc non, moi je crois que D'Angelo Russell peut devenir le lieutenant d'un Karl Anthony Towns énorme, et du coup ça fait des Wolves une équipe forte, parce que dans la NBA moderne, tu as une base 1-5 avec un 1 capable de dominer en attaque et un 5 capable de dominer dans tous les terrains, enfin tous les types de terrains, de loin, de près, de machin, de tout. Bah t'as déjà une belle base en fait, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Bien sûr. Hein, par contre, faut qu'ils se préparent les deux. Faut qu'ils se préparent. C'est que si ça marche pas, ils vont s'en prendre plein la gueule. Il y aura plus d'excuses. Il y aura plus d'excuses. Il va falloir donner un tout petit peu de patience. Peut-être que les Wolves ils vireront le coach ou quoi. Peut-être, tu vois, ce genre de conneries. Mais nous, on sera pas dupes. Non, c'est clair. Nous, on sera là, on fera attends. T'es gentil, D'Angelo, genre, tu vois, genre. Vous aviez demandé tout ça, maintenant que vous l'avez, vous venez encore chercher des excuses.
Parce que le côté ouin-ouin, on veut jouer entre copains et derrière ça gagne pas, alors ça peut se retourner contre eux quand même très fort. Ça peut aller très très vite, je suis d'accord. À surveiller évidemment Ryan Saunders parce que, comme tu l'as dit, souvent dans ce genre de situation, les joueurs contrôlent un peu plus la franchise que le coach. À voir ce que ça donnera avec les Wolves et leur management. Dites-nous ce que vous pensez sur cette grosse question de la mort, avec le potentiel et le plafond de ce duo Towns-Russell, downloading comme on dit. Je crois qu'on va passer au trophée du peuple. Allez, The Gerrard. Tout à fait, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Il est là, le Gérard d'or. Il est magnifique, tout à fait. Yes sir. Vous le connaissez, c'est le trophée du peuple. Alors chaque saison, habituellement, un Gérard d'or, on en prend en preview de la saison à venir, sauf que cette fois, on a 6 mois de basket derrière nous. Et on va regarder justement ce qui va nous intéresser sur la saison à venir. Celle qui est en cours et qui va peut-être se finir, et ensuite la suivante. Alex, qui est ton Gérard? Jared Culver. JC? Ouais. Je dois avouer que je trouve que sa première saison, il l'a quand même vécu dans des circonstances pas évidentes. Ouais, c'est clair. Où Ryan Saunders, entre les blessures et le fait qu'il visiblement il aimait pas trop Jeff Teague, il a vite décidé de se passer de Real poste 1. Quand même. Ouais. Et qu'il s'est retrouvé dans une espèce de triplette avec du Wiggins, parfois du Okogie et tout. Enfin bref, où il n'y a pas vraiment de poste 1 là-dedans et c'était chacun son tour, on monte la balle, chacun son tour, on doit mettre en place des choses. Ah, c'est là que Tyus Jones leur a manqué un peu, notamment, qui est à la Memphis. Ouais. Et après, ils ont eu un peu de Shabazz Napier aussi. Tout à fait, Shabazz a fait des bonnes minutes, ouais, bien sûr. Voilà. Mais Jared Culver ne doit pour moi pas être utilisé dans ce genre de rôle. Pour moi, Jared Culver est un joueur qui joue 2-3, allez, 2-3. C'est un joueur très intéressant, à mon avis, au potentiel assez sous-estimé parfois. Il sait faire beaucoup de choses, il l'a montré sur des séquences très courtes pour l'instant, mais il a montré que sans ballon, il a déjà certaines aptitudes intéressantes. C'est-à-dire s'il y a des systèmes avec des bons meneurs, et tu vois là, autour de la paire Towns-Russell, moi je crois à une évolution positive de Jared Culver. J'y crois. Tout à fait, dans un rôle de plus slasher que spot-up shooter. Slasher, un peu spot-up shooter parce qu'il n'a pas le choix avec la NBA moderne, donc il faut qu'il bosse son shoot. Parce que ça va, pour l'instant, c'est un peu son point faible. Enfin, il shoot pas si mal que ça. C'est pas si mal, mais c'est la mécanique qui nous trouble souvent. Disons que la mécanique est chelou. Et là, sur cette première saison, là, il a joué quasiment tous les matchs. On peut pas dire que les pourcentages soient tellement au rendez-vous, quoi. On peut pas dire ça. Donc, je pense qu'il a gagné en agressivité, mais il a déjà montré un certain côté all-around. Ça prend du rebond, ça fait un peu de passe d'ess. Ça défend très bien sur les lignes de passe. Ça défend intelligemment pour un jeune joueur comme ça, c'est quand même vachement intéressant. Que ce soit les lignes de passe, que ce soit les aides, que ce soit sur l'homme et tout, il peut faire beaucoup de choses. Lui, c'est un joueur, lui et Josh Okogie sont deux joueurs qui peuvent être d'un grand secours à D'Angelo Russell dans plein de circonstances, dans plein de matchs. Tout à fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et donc, il est encore très jeune. Il a quoi? Il vient d'avoir 21 piges, je crois, Jared Culver. Il a fait un parcours un tout petit peu plus long que les autres. Ouais, il vient d'avoir 21, je crois, déjà. Il y a eu quelques matchs où on a vu sa capacité à scoring quand il prend un peu chaud et qu'il est en confiance. Ouais. Donc ça, c'est vachement intéressant. Donc non, c'est mon Gérard d'or cette année, parce que dans une situation vraiment très compliquée, je trouve qu'il a quand même réussi à montrer des choses. Et je pense que c'est de très bon augure pour la suite. Eh ben, écoute, je te suis, on en avait parlé pendant la preview des Wolves, on était les premiers à dire, et comme je le soulignais, il faut qu'il y ait un talent qui émerge de tout ça, avant les transferts qu'on a vus, mais il faut qu'il y ait un talent qui émerge. Jared Culver, la saison prochaine, peut être l'espèce de sixième homme, notamment, qui peut avoir la balle, parce que très bon aussi en création pick and roll. Il a postérisé, c'est Robin Lopez qui en a pris un sur la calbouche. C'est Robin Lopez qui en a pris un. Quand il va à l'arceau. Ouais, quand il est agressif, c'est un faux agressif, ces espèces de slippers là. Ouais, il a pas l'air comme ça, tu t'attends pas à ce qu'il explose. Et merde, je suis sur YouTube. Voilà, ça c'est vraiment la Jared Culver. Donc c'est clair, à suivre de très près le bonhomme, JC comme on l'appelle. Évidemment que je vais partir sur monsieur Malik Beasley. Ouais. On en avait parlé un petit peu en off et entre copains au moment où il y a eu ce transfert à 13-14 joueurs là, avec les Rockets, les Hawks, etc. 4 équipes, ouais. C'est ça. Malik Beasley était souvent mentionné un peu en dernier parce que tu as du Robert Covington, tu as Clint Capella dans le trade, il y avait même du Evan Turner qui avait été mentionné, etc. Donc souvent on disait bon...
les Nuggets ont lâché Juancho, Malik Beasley, ils ont récupéré un petit pick Denver, de Houston, etc. pour leur banc. Malik Beasley, le talent, pareil, il a jamais été vraiment nié. C'est juste qu'à Denver, dans le système de Mike Malone, il y a quelque chose de très carré et chacun connaît son rôle et que c'était difficile pour lui de l'exprimer. Attention, je dis pas que c'était un crack qui a mal été utilisé par les Nuggets parce qu'il a montré à Denver que parfois, pour casser les couilles aussi, Malik Beasley, il y a du monde. C'est-à-dire prendre les shoots qu'il faut pas et puis être en irrégularité au niveau de son sérieux et de sa concentration. Mais là, dans le Minnesota, on lui a ouvert les portes. On lui a dit, vas-y, c'est parti. Ouais. Il shoot. C'est intéressant quand même ça. Bien sûr. Quoi, il 15 shoot matchs, il a joué comme ça. À peu près une douzaine de matchs. Il a plus de 40% à 3 points en prenant 8 shoots par match. Il a le feu vert total. Minnesota, on l'a dit, a besoin de joueurs de talent à côté de Karl Anthony Towns capables de scorer. Lui, il coche totalement cette case-là. Donc, ce qui va m'intéresser déjà, avant même de jouer, c'est comment ça se passe contractuellement. Si je dis pas de bêtises, il fait partie de la clique Rich Paul et compagnie. Donc, voir comment est-ce que ça va se négocier, notamment pour lui et pour les Wolves. Est-ce que c'est un joueur, on va regarder, on va dire, oh putain, la free agency, il y a très très peu de clients, il prend un max de thunes ou pas. On va voir. En tout cas, je pense que Minnesota est extrêmement content, d'une manière générale, de voir comment le trade s'articule, parce que Covington, oui, t'aurais aimé avoir ses services, ça aurait été un 4 idéal, mais à côté de Towns, mais tu peux te débrouiller avec d'autres gars, dont peut-être James Johnson. Par contre, tu as sûr et certain une option au poste 2, tu venais de perdre Wiggins sur ses postes de 3, et Malik Beasley peut t'apporter entre 16 et 25 points certains soirs, avec des gros coups de chaud au scoring, et ce côté hyper agressif au quotidien qui va être hyper intéressant à regarder, je pense. Non, c'est clair, joueur très intéressant lui aussi. Malik Beasley, il y a un côté en plus un peu Gérard, vraiment. Je pense qu'il y a moyen qu'il tape les 10 tirs à 3 points rentrés dans un match la saison prochaine, je ne serais pas étonné, perso. Ou au moins 20 tentés, tu vois, c'est vraiment le genre. Non, il est capable. Jared Culver en Gérard d'or pour Alex, Monsieur Malik Beasley pour Bibi. Dites-nous qui vous avez, si vous avez Jordan McLaughlin, le God, ou Naz Reid, ou peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Dans tous les cas, on va devoir terminer avec un projo. Allez, The Projostic. Tout à fait, c'est l'heure du Projostic. Projostic time. Allez, 24 secondes chacun, c'est ça ? Tout à fait, c'est l'heure du Projostic, 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi, il connaît bien le classique. Vous pouvez le faire vous aussi si vous voulez, on essaie de se projeter, on fait la liste de Noël, ce qu'on souhaite pour les Minnesota Timberwolves dans les mois à venir. Alex, tu es prêt ? Allez. 3, 2, 1, Terrell Brandon. Les Wolves, je pense que le premier truc dont ils ont absolument besoin, c'est si la saison reprend, là, la 2019-2020, ou dans le cas d'une annulation, on se retrouve en 2020-21 direct, ils ont besoin d'une vraie longue période de match avec du Russell et du Towns à 100% physiquement, pour voir déjà cet axe 1-5, à quel point il peut dominer. Et ensuite, la grosse prio derrière, c'est qui tu mets autour. Poste 2, 3, 4, donc on a parlé de Culver, de Beasley, de James Johnson, de Okogie, Hernan Gomez, est-ce qu'il va rester, Jordan McLaughlin, t'en fais un remplaçant, enfin, tu vois, ils ont beaucoup de choses encore, il y a encore beaucoup d'équilibre à trouver, donc du temps, voilà ce qu'on peut leur souhaiter, du temps sans trop de pression. 24 secondes, c'est bon ? Alors, je tiens juste à dire qu'il y a un record qui vient d'être pété. T'as fait 48. Oh, ça va. Ça va. C'est double ça possession, va. C'est bien. Je vais pas rajouter grand chose, je vais essayer de le faire même sous l'horloge des 16. On va faire une Mike D'Antoni, tu vas voir, ça va être rapide. Allez, 3, 2, 1, top chrono. Extrêmement intéressé par le projet Gerson Rosas. Je pense qu'on ne dézoome pas assez pour voir ce qu'il a été capable de faire en mode avant et après. Depuis son arrivée, c'est super bien ce qu'on voit dans le Minnesota. Hyper intrigué, hyper intéressé, donnons-leur du temps. Le coach est très jeune, les jeunes franchise players sont très jeunes. Voilà, un petit peu d'ouverture d'esprit et de temps pour nos amis les Louveteaux. Bravo. Et bah bim, 20 secondes. Magnifique. Voilà, on est passé sur le 24, ça équilibre. Du coup, dites-nous ce que vous pensez des Minnesota Timberwolves sur la saison passée et sur les mois à venir. Qu'est-ce que vous verriez en priorité en termes d'intégration, d'effectifs, de stratégie ? Nous, Alex, d'habitude, on finit avec un indice, mais là, demain, on va où ? Demain, nous allons chasser du pigeon. On va chasser du pigeon. Je sens que ça va être une grande vidéo. Et bah écoute, c'est magnifique. On vous fait plein de bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo des 30 reviews en 30 jours. Ciao!